tous. Merci infiniment merci à David Jays pour cette invitation, pour l'organisation de ce magnifique festival. Et merci donc aux rencontres philosophiques Michel Serres d'avoir proposé au Grand Continent d'en être un des partenaires et de pouvoir animer cette discussion. David en parle, je crois, demain dans sa conférence, mais en 1990, c'est le texte peut-être qui organise le thème de cette année. Michel Serres publiait le Contrat naturel, dans lequel il avait des intuitions qu'on pourrait dire prémonitoires, ou en tout cas dont on comprend aujourd'hui toute l'urgence et toute l'acuité autour des questions écologiques au sens le plus fort du terme. En 2022, Bruno Latour appelait dans une conférence qu'il a faite, organisée par le Grand Continent et qui a été ensuite publiée, appelait les Européens, face à l'urgence que représentait la guerre en Ukraine, à ne pas dissocier la question écologique de cette question militaire, politique si urgente, et à, je le cite, à atterrir, c'est-à-dire qu'il entendait par cela appeler les Européens à réconcilier, je le cite, le monde dont nous vivons et le monde où nous vivons. Entre ces deux dates, 1990 et aujourd'hui, l'enjeu climatique, la politique de la Terre, est devenu un enjeu philosophique, un enjeu macroéconomique, financier aussi, nous allons en parler, et un enjeu géopolitique. Cette conférence a pour objectif, cette discussion, cette table ronde, de mieux comprendre, de regarder un peu sous le capot de ce qu'on appelle partout la transition écologique, de regarder et d'essayer de cerner les coordonnées de cette question telle qu'elle se pose du point de vue, non pas de la finance au sens restreint, celle dont on est l'ami ou l'ennemi, pour citer un ancien président de la République, mais peut-être de l'économie de marché en général, du modèle de prospérité sur lequel nous, les sociétés développées, vivons depuis au moins la fin de la Seconde Guerre mondiale. Et pour mener cette discussion, nos deux invités sont tout d'abord Fabrice Bonifay, qui a publié un livre, a coécrit le livre L'entreprise contributive, concilier monde des affaires et limites planétaires, qui est directeur du développement durable et des questions sociales et environnementales dans le groupe Bouygues, et qui est également président du Collège des directeurs de développement durable. Également avec nous Bertrand Badré, qui a publié et qui signe juste après cette conférence dans la librairie qui se trouve sur la place le livre « Voulons-nous sérieusement changer le monde ?» préfacé par Eric Orsena, qui a été directeur financier de la Banque mondiale et qui est aujourd'hui à la tête du fonds qu'il a créé, Blue Like an Orange Capital. Je commence peut-être tout de suite à vous laisser parler, puisque c'est bien le but. En vous posant une première question sous la forme peut-être d'une interpellation ou d'une question plutôt polémique. Il semblerait que depuis la guerre froide, on n'avait pas vraiment, disons que le discours alternatif au capitalisme semble avoir récupéré une nouvelle structuration qu'il avait perdue depuis l'affrontement entre les blocs de la guerre froide. Aujourd'hui, il est courant d'entendre associer le discours écologiste à une remise en cause radicale, plus ou moins radicale, de ce qu'on appelle le capitalisme et du modèle de prospérité en général. Et à l'un comme à l'autre, je peux commencer par vous, Fabrice Bonifay, que répondez-vous aux personnes qui pourraient vous dire que transition écologique et capitalisme sont deux incompatibles? Alors, dans la définition qu'on en fait aujourd'hui, c'est totalement incompatible. Car ce modèle qu'on connaît dans les sociétés qui sont les nôtres aujourd'hui nous a fait progresser d'un point de vue matériel dans une société qui est riche en biens mais de plus en plus pauvre en liens. Et donc c'est vrai qu'on a, grâce au progrès technologique et matériel qui est le nôtre, allongé la durée de vie en général d'une partie de la population mondiale, à commencer par la nôtre. Ça nous a permis de faire tout un tas de trucs qu'on était incapable de faire il y a ne serait-ce que quelques dizaines d'années. Et donc il y a un côté magique dans ce progrès-là. Mais est-ce que la définition du progrès, on peut simplement la laisser sous l'angle technologique? Je ne crois pas, moi personnellement.
Et on arrive à la fin de l'histoire, c'est qu'en fait on a tellement estimé qu'on pouvait piller les ressources planétaires sans demander des comptes en fait à la nature, qu'on arrive au bout de l'histoire. Donc on est au pic de l'érosion de la biodiversité, au pic des émissions de gaz à effet de serre, au pic de l'extraction des métaux, au pic de la démographie. Et quand on arrive au pic de tout ça, de croire qu'on va pouvoir continuer comme ça, c'est juste impossible. Donc si on ne resynchronise pas le plus vite possible l'économie à la réalité physique qui nous permet de faire du business, parce que le business, c'est ni plus ni moins que des matières premières transformées avec de l'énergie et des machines. Si on n'arrive pas à se resynchroniser, eh bien on va vers un chaos qui va être terrible pour l'ensemble de l'humanité. Donc, refonder le capitalisme à l'aune des limites planétaires, ça va être le défi de la décennie en cours, parce qu'on a tellement tardé à prendre conscience qu'on était en survitesse par rapport à l'exploitation des ressources, qu'aujourd'hui on se retrouve un peu au pied du mur. Car ça fait plus de 50 ans que nous savons que nous avions un modèle de développement qui était écocide pour le climat, et ça fait 50 ans que les scientifiques ne sont pas entendus par les décideurs politiques. Et c'est terrible. C'est terrible. Donc on a mis aussi un système comptable qui est l'art de compter ce que l'on gagne sans compter ce que l'on doit précisément à la nature. C'est-à-dire que plus vous pillez la nature aujourd'hui, plus vous gagnez de l'argent. Et on n'oblige pas dans les systèmes de comptabilité publique ou dans les systèmes de comptabilité d'entreprise à provisionner les sommes qu'il serait nécessaire de dépenser, d'investir pour reconstituer les stocks, pour régénérer le vivant, pour que l'entreprise devienne contributive nette d'externalités positives. Car aujourd'hui, la plupart des entreprises sont contributives d'externalités positives économiques et financières, mais négatives d'un point de vue social et environnemental. Donc on en est à ce constat-là. Et on va s'apercevoir, cette citation vous la connaissez, que quand on aura abattu le dernier arbre et pêché le dernier poisson, qu'on va s'apercevoir que l'argent n'est pas comestible. Donc là, l'argent, c'est une convention humaine, et il va falloir qu'on réaffecte une grande partie de l'argent qu'on génère, parce que finalement, on peut générer autant d'argent qu'on veut, mais sur des projets de restauration, de régénération. C'est ça qui est le grand enjeu pour le futur. Et les bonnes nouvelles, on peut avoir une économie viable, une économie viable d'un point de vue économique, si on comprend que le vivant, que les ressources naturelles ne sont pas nos ennemis, mais sont plutôt nos amis. C'est-à-dire qu'on dépend du vivant. Et si on continue de détruire le vivant, on va se détruire nous-mêmes. Alors, est-ce que ça veut dire qu'on va gagner autant d'argent dans cette économie où il va falloir qu'on provisionne beaucoup d'argent pour le protéger, le vivant? Certainement pas. Il va falloir qu'on ralentisse énormément l'économie. Et là, quand on dit ralentir, ça veut dire choisir entre ce qui est essentiel et non essentiel. Car dans nos vies, dans nos modes de vie, nous autres occidentaux, il y a des choses qu'il faut pouvoir maintenir parce que ça correspond à des besoins essentiels. L'alimentation, le logement, le transport, mais quel type de transport? Avec quel type de véhicule? Et puis il y a des choses qui sont moins essentielles, qu'il va falloir petit à petit, progressivement diminuer, voire complètement éliminer. Et donc le débat politique, aujourd'hui, il doit être autour de ça. De quoi avons-nous réellement besoin? On a besoin de vivre heureux. Et pour vivre heureux, il va falloir qu'on déconsomme tout un tas de trucs futiles qui consument la planète aujourd'hui. Et si on ne prend pas conscience de cela, si on n'accepte pas cela, on restera dans une espèce de déni qui fait qu'on va aller tranquillement vers un emballement climatique qui est certain si on continue d'émettre autant de CO2 qu'on en émet aujourd'hui. Je finirai sur simplement un chiffre. Le GIEC nous dit quoi? Le GIEC nous dit que si on veut rester sous les fameux 1,5 degré, ce qui est maintenant presque une utopie, il nous reste 400 gigatonnes de CO2 à émettre d'ici 2100. Au rythme actuel des émissions mondiales, qui sont aux alentours de 40 à 42 gigatonnes par an, ce budget de 400 gigatonnes, on l'aura mangé dans moins de 10 ans. Ça veut dire qu'au rythme actuel des émissions mondiales, et la France fait partie des plus mauvais élèves, on aura mangé ce budget dans moins de 10 ans. Ça veut dire qu'on sera déjà sûr de passer les 1,5 degré. 10 ans après, donc 2032, quand on sera à 1,5 degré, on sera à 2 degrés.
Et si on ne modifie pas nos modes de vie, on sera sur un réchauffement moyen entre 2,5 degrés en hypothèse basse à 4,3 degrés en hypothèse la pire. Et on est sur cette tendance-là aujourd'hui. Autant dire que les 3/5 de l'humanité deviendra invivable. Ça veut dire qu'on aura des vagues de migration climatique c'est pas 250 migrants comme on a eu il y a quelques jours au port de Marseille, ça sera des millions de personnes qui vont devoir bouger, parce qu'il y a un phénomène qui n'a pas été suffisamment indiqué par les médias ces derniers temps, c'est le problème de la chaleur humide. Alors c'est quoi la chaleur humide? C'est ce qui s'est passé un petit peu au Pakistan au mois de mars cette année. C'est lorsque vous avez des températures de plus de 38 degrés avec 100% d'humidité, c'est létal pour l'homme et pour les mammifères. Et ça, on n'est pas loin de créer les conditions de ces épisodes de chaleur humide, précisément dans des endroits, dans des régions subtropicales de l'Afrique subsaharienne, le Bangladesh, le Pakistan, une partie de l'Inde. Ça correspond à environ 1,4 milliard de personnes qui vivent dans ces zones-là et qui, dans les années qui viennent, seront confrontés à ces épisodes-là plusieurs jours par an. Mais quand ils vont le savoir, parce que tôt ou tard, ils vont le savoir, est-ce qu'ils vont rester là où ils sont? Non, forcément. Donc, on est à un moment de l'humanité, de la vie, un moment qui est tout à fait dramatique. Et si on veut arriver à faire une transition, une transformation, une révolution économique, il faut changer le système comptable, il faut faire un électrochoc d'information auprès des décideurs, parce qu'aujourd'hui, quand vous pensez qu'en France, il y a encore 38% des Français qui sont climato-sceptiques, c'est dramatique. Donc il y a cet électrochoc d'information à faire, parce qu'on pense qu'on ne pourra pas agir sans comprendre et sans savoir. Merci beaucoup. Alors on va revenir un peu plus tard aussi sur la question de la transformation concrète de ce que sont... aussi bien quand elle se pose du côté d'une grande entreprise que de la part de nouveaux acteurs, disons des marchés, de la finance en général. Mais je voudrais vous poser la même question, peut-être aussi générale, Bertrand Badré. Qu'est-ce qu'on répond à... Comment concilie-t-on l'immense besoin de financer la transition face à laquelle on se trouve et la multiplication des discours qui force, disons, à l'idée, ou qui pousse l'idée qu'il faudrait renoncer au profit pour même essayer d'y arriver. Non, mais c'est précisément pourquoi les débats sont durs aujourd'hui. Je crois que Fabrice l'a bien résumé. En l'état actuel, le système tel qu'il fonctionne aujourd'hui ne permet pas de faire face aux défis. Bon, alors maintenant, une fois qu'on en est là, soit on se réfugie sous terre, soit on émigre tous en Nouvelle-Zélande, soit on se lamente, soit on agit. Et je dis souvent que j'ai deux métiers. C'est mon deuxième métier qui m'amène ici aujourd'hui. Mon premier métier, c'est d'être investisseur et de montrer que dans le système tel qu'il fonctionne aujourd'hui, et je pense que Fabrice essaie de démontrer la même chose dans ses responsabilités, on peut quand même faire quelque chose. Donc il ne faut pas dire le système m'empêche de faire. Le problème du système tel qu'il fonctionne aujourd'hui, et ce que j'appelle système, c'est l'ensemble des règles, des normes comptables, de rémunération de l'argent, etc. Enfin, tout ce qui fait la vie économique au quotidien. Ce système ne m'interdit pas de faire le bien, d'ailleurs ne m'interdit pas de faire le mal, il ne récompense pas le bien, il ne punit pas le mal. Voilà, donc après c'est à chacun de prendre ses responsabilités. Donc ça c'est mon job le jour, j'essaie de faire le maximum dans le système tel qu'il existe aujourd'hui. Et mon job de nuit, ce que je fais secrètement, c'est de dire, n'empêche que si on travaillait sur le système, on pourrait faire tellement plus et tellement mieux. Et donc voilà, c'est cette espèce de dichotomie. Alors, ce système dont je parle, ça fait un peu crypto-marxiste en disant qu'il faut changer le système, mais c'est une réalité. C'est-à-dire c'est pas le capitalisme. Le capitalisme, il a connu des phases différentes. On est en train de parler de la phase dont on espère qu'elle va venir, et puis dans 30 ou 40 ans, il y en aura peut-être une autre d'ailleurs. Enfin, donc il ne faut pas poser le capitalisme comme un système, les tables de la loi qui sont gravées, qui tombent du ciel et qui de toute éternité fonctionnent. Il y a des phases. Et la phase dans laquelle on vit aujourd'hui, elle est datée. Elle a une histoire, il y a une naissance, il y a une apothéose, il y a un déclin, j'espère qu'on est dedans, et puis il y a une fin, et puis il y aura autre chose. Alors cette phase, elle prend ses racines il y a une 50aine d'années à peu près, si on essaie de cristalliser. Et c'est intéressant parce qu'il s'est passé 3 événements en 3 ans, en 1970, 71, 72, qui expliquent assez largement le débat qu'on a aujourd'hui.
Je commence par la date du milieu. En 1971, ça va pour les plus anciens d'entre nous, ça va rappeler quelques souvenirs, le président des États-Unis, Richard Nixon, prend le monde par surprise et dit « à partir d'aujourd'hui, je suspends la convertibilité en or du dollar ». C'est-à-dire que jusque-là, il y avait un régime fixe où pour 35 $, vous aviez une once d'or et tous les pays de la planète pouvaient, par cet intermédiaire, avoir part à un système de richesse organisé avec un policier international qui s'appelait le FMI. En supprimant ce lien, alors c'est une question après sur la politique monétaire qui n'est pas le débat d'aujourd'hui, mais il nous a fait basculer dans un monde de marché. C'est-à-dire qu'à partir de ce moment-là, les monnaies ont flotté entre elles, le marché s'est imposé, et donc entrer dans un système où le marché devient le lieu où par défaut on décide de la valeur des choses. Et mentalement, on a tous intégré ça. On a complètement intégré, alors aujourd'hui c'est facile, 1 euro égale 1 dollar, mais on sait que demain ça pourra changer et que ça change tous les jours, et on a intégré ça. Donc on a basculé dans une logique de marché. Premier changement. 6 mois avant, en septembre 1970, c'est l'économiste Milton Friedman, ça dira peut-être quelque chose aussi à certains d'entre vous, qui allait avoir le prix Nobel d'économie quelques années plus tard. Il y a un débat qui est assez proche du débat qu'on a aujourd'hui. L'entreprise General Motors, qui était la plus grande entreprise américaine, à l'époque on disait ce qui est bon pour l'Amérique est bon pour General Motors, et ce qui est bon pour General Motors est bon pour l'Amérique. General Motors s'interroge pour ouvrir son conseil d'administration à des représentants de ce qu'ils appelaient le public interest, c'est-à-dire des représentants qui parleraient justement d'environnement, de vie sociale, d'autre chose que du simple bénéfice de l'entreprise tel que calculé à l'époque. Et Milton Friedman fait un article très retentissant dans le New York Times dans lequel il dit tout ça, c'est pas le sujet. Le public interest, ça existe, mais c'est pas l'entreprise, c'est en dehors. Il y a des gens qui s'occupent de ça, les élus, la société civile, les associations. L'objet de l'entreprise, c'est de maximiser le profit. Et donc, en 2 ans, on a posé 2 principes essentiels, qui est que l'objet de l'entreprise, c'est maximiser son profit, sans tenir compte du public interest, sans tenir compte de ce que Fabrice a rappelé, l'impact sur la planète, mais non seulement sur l'environnement, mais sur les gens. Et, en gros, tout ce qui n'était pas strictement économique tel que défini à l'époque. Et de manière intéressante, 1972, le Club de Rome est un des premiers à poser qu'on ne peut pas croître de manière infinie dans un monde fini. Alors, il y a plein de débats sur le Club de Rome, on fête le 50e anniversaire, n'empêche que la question était assez bien posée. Et donc, il y a 50 ans, on est dans cette espèce de difficulté qui a été posée sur la table il y a 50 ans. Alors, ce qui est intéressant, c'est que quand on avance 20 ans plus tard, et c'est intéressant d'en parler sous les auspices de Michel Serres, en 1987, les Nations Unies parlent pour la première fois de développement durable. C'est le moment où on parle de Sustainable Development qu'on traduit par durable. Bon, c'est comme ça aujourd'hui. Au moment où 2 ans plus tard, 1989, le mur de Berlin tombe, et on se dit, ça y est, le modèle capitaliste tel que défini par Friedman, puis par Reagan, par Thatcher, enfin en gros ce qu'on a appelé le consensus de Washington, le modèle néolibéral, enfin toutes les variantes, a triomphé. Fin de l'histoire. Et 1990, Michel Serres nous dit, attention, le contrat naturel. Et donc on voit qu'on recristallise à ce moment-là. On accélère, le modèle tel que je l'ai décrit trouve ses limites avec la crise financière en 2007-2008. On voit bien qu'on touche à toute une série de contraintes qu'on pressentait, qu'on n'avait pas vues et qui fait qu'on est au bord de l'effondrement. Et on a finalement une autre réponse qui est le cadre dans lequel on réfléchit aujourd'hui, qui sont les engagements qu'on a pris en 2015. Alors, on peut ironiser sur ces engagements, ils ont le mérite d'exister. Tous les États de la planète sont partis aux accords de Paris sur le climat et tous les États de la planète sont partis aux accords de New York sur les objectifs de développement durable. Donc, techniquement, la réponse de l'humanité à la crise financière, ça a été de dire on est d'accord pour changer de modèle. Alors, après, est-ce que tout le monde avait lu les petites lignes du contrat? C'est pas sûr. Mais n'empêche que... Et pour moi, c'est important parce que pour revenir sur ce que disait Fabrice, on a accepté de changer les objectifs. On s'est rendu compte que ça n'allait pas dans la bonne direction. La question qu'on ne s'est pas posée à l'époque, c'est, au fond, comment est-ce qu'on est équipé pour y aller? Est-ce que le modèle, tel que je l'ai décrit à grandes enjambées, nous permet d'aller dans cette direction ou pas? Et on a fait l'impasse là-dessus. On s'est dit, on va se mettre d'accord sur le climat, on va se mettre d'accord sur l'eau, on va se mettre d'accord sur la santé, et comme les objectifs sont bons, le système va suivre. D'une certaine manière, la main invisible va faire le travail. Et on a un peu péché par naïveté, alors peut-être qu'on savait que ça ne marchait pas et que c'était le prix à payer pour se mettre d'accord, et on a accepté ça. Et maintenant on est en 2022, on réalise que les objectifs restent plus que jamais centraux, mais qu'on n'a juste pas pris les moyens. Et donc aujourd'hui, on est à un moment où il va falloir ouvrir le moteur, prendre ses mains, prendre ses outils et faire les réglages. Fabrice fait allusion à un certain nombre d'entre eux. En fait, c'est quoi ces réglages? On a un système aujourd'hui qui est centré sur le facteur qui était rare il y a 50 ans. Le facteur qui était rare il y a 50 ans, c'était l'argent.
On se relevait d'une guerre mondiale, on avait une ouverture lente au monde, des colonisations, etc. Il n'y avait pas beaucoup d'argent. Le dollar, 35 $, une once d'or. Maintenant, c'est 50 fois plus. Et à l'époque, le capital environnemental n'avait pas de valeur. On n'en a pas parlé. Le capital humain, le capital social, il y a zéro réflexion. Et on est toujours dans ce système aujourd'hui. Sauf qu'aujourd'hui, l'argent n'est plus le facteur rare, alors que tout notre système est centré sur cet ancien facteur rare. Et on a un système qui n'intègre pas les facteurs rares dont on parle aujourd'hui, qui sont l'environnement, qui sont l'homme, qui sont le bien-être social, qui sont la capacité à vivre ensemble sur la planète. Ce n'est pas seulement un problème pour Agen, c'est aussi un problème pour Lagos et Delhi. Enfin, c'est des questions qui sont compliquées. Et on se rend compte aujourd'hui que finalement, d'où le titre de mon bouquin, est-ce qu'on est sérieux ? Si on est sérieux, il faut poser ces questions. Sinon, on se raconte des histoires. Et si on est sérieux de se poser des questions, il faut salir les mains, c'est-à-dire qu'il faut traiter des sujets qui sont vraiment pas drôles, qui sont les normes comptables, les modes de rémunération, la manière dont on suit le capital des banques, les obligations de ceux qui gèrent votre argent, toutes ces questions qui sont en fait une revue complète de notre système. Ça va prendre du temps. Alors quand je dis ça, les Français, les gens me disent « Toi, tu es Français, tu penses qu'il suffit de prendre la Bastille, de changer le système, on abolit les privilèges, on change les normes comptables, et ça marche. » Non, ces sujets-là, il n'y a pas de grand soir. On va pas, en quittant Agen ce soir, on ne va pas transformer la planète. Ça va prendre du temps. C'est 5 ans, 10 ans, 15 ans. On a pris du retard. Il faut se lancer. Fabrice a dit très bien, les 10 prochaines années sont décisives. On y arrive ou on n'y arrive pas. Alors, pour nous, on aura quand même passé une bonne partie de notre vie, un peu moins pour toi. Dans la salle, je ne vois pas bien avec l'obscurité et les projecteurs. Mais c'est quand même un problème. Quand mes enfants me disent « Papa, j'ai bien réfléchi, je ne suis pas sûr d'avoir envie d'avoir des enfants dans le monde que tu nous laisses », je n'avais pas ces conversations avec mes parents au moment de la chute du mur de Berlin. Donc on voit bien qu'il y a quelque chose qui se passe et qui se cristallise aujourd'hui. Et donc si on n'est pas capable collectivement d'affronter de face notre système économique et financier, ça ne veut pas dire qu'il faut le jeter à la poubelle. Il a des tas de mérites, notamment l'idée d'allouer des ressources rares sous contrainte. Simplement, il faut qu'on reparle un peu de ces contraintes. Et pour l'instant, on n'a pas forcément placé les bonnes contraintes sur la table. Donc je suis optimiste, mais en même temps, il faut être sérieux. J'ai fait trop de discussions, on se racontait des histoires. Je pose une question juste à partir de la réponse que vous venez de faire, Bertrand Madret, avant de me tourner vers Fabrice Bonifay. Ça pose une question, pour le coup, philosophique, puisqu'on est sous l'égide de Michel Serres. Le modèle de la main invisible, il est très puissant. Il est puissant, quelle que soit la manière dont on le comprend. S'il s'agit de dire on doit se désintéresser de la façon dont les marchés fonctionnent, tout ira bien, ça on sait que ça a dysfonctionné assez de fois pour qu'on l'ait remis en cause. Mais à l'inverse, l'idée de parier sur le fait que toutes les personnes, toutes les entreprises, tous les groupes humains, tous les groupes sociaux ont un intérêt bien calculé et que c'est ce calcul de leur intérêt propre qui va permettre que les choses se réajustent, c'est quand même une idée très puissante. Comme vous le disiez, il y a à la fois des gens aujourd'hui qui sont jeunes et qui sont dans des états de très grande angoisse liée au climat. Il y a des incitatifs publics, il y a les objectifs de développement durable de l'ONU, donc il y a tout de même aussi un cadre incitatif. Il y a des entreprises qui peuvent rationnellement calculer le risque que représente la raréfaction des contraintes naturelles. Et pourtant, le déclic semble être quelque chose qu'on appelle de nos voeux, alors qu'il aurait peut-être déjà dû se produire. Qu'est-ce qui, à votre avis, c'est le moment un peu philosophique de la question, mais en tout cas, qu'est-ce qui manque à cette alchimie dans ce contexte-là ? Alors, deux éléments de réponse. Un qui m'est inspiré par la petite escapade que j'ai faite sur le pont Canal tout à l'heure, et l'autre qui est une image plus ancienne que j'ai utilisée plusieurs fois. Je pense que la main invisible, c'est effectivement un instrument puissant, mais qu'il faut plusieurs mains. D'une certaine manière, il faut être Shiva. Il faut être avec plusieurs mains. Il faut la main invisible parce qu'elle est efficace et effectivement, elle se faufile plus vite que des réflexions. On pèse le pour et le contre pendant des années. Et donc, il ne faut pas écarter la main invisible. C'est quand même quelque chose d'assez puissant. On a essayé des modèles alternatifs, ça ne s'est pas très bien fini en général. Mais il faut aussi garder la main de justice. Là aussi, ce n'est pas une main invisible qui ne profite qu'à quelques-uns. Et c'est très important, la main de justice. Et puis, il ne faut pas oublier la main tendue non plus. Et puis, il y en a peut-être d'autres. Donc, il faut garder plusieurs mains. Ça, je pense que c'est important. Le pont Canal. Pourquoi je pense au pont Canal ? Parce que je crois qu'on a quand même inventé, le génie humain a inventé l'économie de marché. L'économie de marché, c'est une capacité, je le disais tout à l'heure, à allouer des ressources rares sous contrainte. Et ça ne va pas changer. Il faut qu'on débatte de ce que sont les ressources rares. J'ai dit qu'il faut probablement qu'on élargisse le champ de ce qui est rare, et on s'en rend compte aujourd'hui, et il faut qu'on parle des contraintes. Et l'analogie que je fais avec le pont Canal, l'économie de marché, c'est comme l'eau.
Si vous laissez l'eau aller, elle suit la ligne de plus grande pente. Et comme la main invisible, l'eau, ça se faufile. Ça va le plus vite possible à force de la gravité et ça se faufile. En revanche, ce que fait le génie humain depuis des milliers d'années, c'est d'amener l'eau là où il veut. Et ben ce qu'il faut faire aujourd'hui, c'est amener l'économie de marché là où on veut qu'elle aille. C'est-à-dire combiner le meilleur de l'objectif avec le meilleur des outils. Et quels sont d'une certaine manière, comme sur le pont canal, vous avez 2 murs, ou 2 digues, ou 2, je sais pas, 2 parapets. Il faut qu'on construise sur cette économie de marché 2 parapets. Le parapet auquel les Français pensent tout de suite, ça va être le parapet public. Donc on met des régulations, des taxations, et il en faut. Il faut qu'on dise, voilà ce que vous avez le droit de faire, de ne pas faire. Mais ça, c'est compliqué, c'est de la délibération. Il faut que les gens soient d'accord. On voit bien, s'il y a encore 38% de climato-sceptiques, c'est pas simple de transcrire ça au Parlement. Mais on avance, et on a fait des progrès. Il ne faut pas dire qu'il ne s'est rien passé. Ça ne va pas assez vite, mais on avance. Mais c'est évidemment pas la seule... Avec un seul mur, vous aménagez un peu l'eau, mais vous la canalisez pas. Pour la canaliser complètement, il faut un deuxième mur. Et ce deuxième mur, c'est nous tous. C'est-à-dire, dans économie de marché, il y a le mot économie, il y a le mot marché. Et le marché, c'est nous, consommateurs, c'est nous, investisseurs, c'est nous, entrepreneurs, c'est nous, collaborateurs, etc. Et donc, c'est ça qui joue. Aujourd'hui, qu'est-ce qui met la pression sur les entreprises? Il y a plein de choses. Moi, je dis souvent qu'un des facteurs d'évolution les plus forts, c'est le dîner familial du dimanche soir. Quand le patron ou la patronne de l'entreprise se fait insulter par ses enfants en disant « Vraiment, papa, maman, j'aime pas la boîte dans laquelle tu bosses, c'est vraiment scandaleux, regarde, t'as encore fait ça », au bureau le lundi matin, il dit « Putain, je me suis encore fait insulter par mes enfants, il faut qu'on regarde ça ». Donc la pression extérieure, elle existe. On voit bien la capacité des consommateurs à influer les choix. J'avais beaucoup travaillé avec quelqu'un qui s'appelle Paul Polman, qui était le patron d'Unilever. Et il avait donné un coup de barre à Unilever. Et je lui ai dit « Pourquoi tu as fait ça ?» Il m'a dit bah, d'abord parce que c'était mes convictions, mais surtout plus personne ne voulait venir travailler dans une entreprise qui jetait des détergents dans les rivières et qui mettait des colorants atroces dans les glaces. Plus personne. Donc pour faire venir les gens, regardez les débats sur Total aujourd'hui. Une des pressions, c'est que c'est compliqué que les élèves de l'école polytechnique disent on ne veut plus aller travailler chez Total. Ça, c'est des vraies pressions. Donc ça, c'est la deuxième digue. Et donc si vous construisez la digue publique et la digue du marché, ben vous préservez le génie de la main invisible, simplement tu dis tu vas pas te fourrer où tu peux, tu manifestes ton génie, mais tu es un peu encadré. Et donc je pense que c'est plus facile à dire qu'à faire, mais je pensais à ça en voyant le pont canal, pardonnez-moi ce détour, mais voilà. C'est la théorie du gant même plutôt en fait, presque. Fabrice Bonifay, puisqu'on justement la question là se déplaçait vers les grandes entreprises, comment est-ce qu'on change ce fameux objet social de l'entreprise, celui dont Milton Friedman disait dans des termes qu'on n'entend plus aujourd'hui, qu'il était d'accroître son profit, d'accroître le profit de ses actionnaires en particulier. Voilà, aujourd'hui, si l'on veut réformer ça, comment concrètement, dans un groupe comme celui où vous travaillez, où il y a 200 000 salariés, on peut essayer de transformer l'objet social de l'entreprise, sa raison d'être aussi dans une économie? Alors la première chose à faire, c'est déjà d'accepter et de faire preuve d'humilité sur le fait que les limites planétaires s'imposent à nous. Voilà. Donc je pense que ça nous ferait du bien d'accepter ça déjà, tous, collectivement, de dire qu'on n'est pas plus fort que la capacité des écosystèmes de renouveler les matières premières qui sont nécessaires à notre développement. Et une fois qu'on a accepté ces limites planétaires, c'est d'arrêter de faire des budgets par rapport au marché, mais par rapport à... On a le droit de polluer, on a le droit d'utiliser tel type de ressources. Regardez les quantités qui sont disponibles et regardez surtout notre capacité à laisser la nature dans le même état, initial qu'on l'a pris lorsqu'on a voulu l'utiliser pour faire du business. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il faut vraiment intégrer dans nos modèles économiques cette notion de réparation, cette notion de régénération. Ce qu'on ne fait pas parce qu'aujourd'hui, il n'y a pas d'obligation. Il y a un droit de l'environnement, mais qui est très en deçà de ce qui devrait être le droit de l'environnement demain, qui devrait interdire qu'on aille au-delà de la capacité résiliente des écosystèmes à se reconstituer. Aujourd'hui, on en est là. On pêche trop de poissons, on abat trop d'arbres, globalement sur la planète, on émet trop de gaz à effet de serre, on utilise trop de métaux. Il faut quand même donner quelques chiffres. Aujourd'hui, on parle beaucoup de politiques disent on va arrêter les voitures thermiques en 2035 en Europe et on va remplacer par un parc de véhicules électriques parce que c'est soi-disant moins polluant. Quand on fait un calcul d'ingénieur de coin de table, on sait que pour mettre des batteries dans les voitures électriques, il faut du lithium, il faut du cobalt. Et si on passe du tout thermique, aujourd'hui en France c'est 39 millions de véhicules, au tout électrique,
toujours sur une logique de voiture de possession, c'est-à-dire un véhicule par foyer ou deux, il faudrait, à l'échelle planétaire, si on a ce même raisonnement, extraire 21 fois plus de lithium qu'on en extrait aujourd'hui. Alors, dire, so what, y aura-t-il assez de lithium? Peut-être, mais à quel coût écologique? Quand on connaît les dégâts des industries extractives. Et pire, pour le cuivre, moi, quand je suis rentré chez Bouygues, la tonne de cuivre était à 107 $. Aujourd'hui, on est à pas loin de 8 000 $ la tonne. Les mines de cuivre, il y a 30 ou 35 ans, c'était 3%. Pour une tonne de terre, 3% de cuivre. Aujourd'hui, on arrive minimum à 1%. Donc, il faut en exploiter 3 fois plus pour avoir la même quantité de métal. Tout le monde veut du cuivre parce qu'on va passer au tout électrique, les énergies renouvelables, les voitures électriques. Donc, on voit bien qu'il y a un chiffre que le Systex indique souvent, tout à fait étonnant. Si on veut faire la transition numérique, la transition écologique au sens du tout électrique d'ici 2050, pour arriver au net zéro avec une approche techno-solutionniste, il faudrait pouvoir extraire autant de métaux entre maintenant et 2050 qu'on en a extrait depuis l'Antiquité. Est-ce que c'est jouable? Mais non, ce n'est pas jouable. Donc, pour répondre précisément à votre question, lorsqu'on veut rester vivant dans une économie qui va devoir de toute façon se contracter, parce que maintenant on arrive aux limites planétaires, qu'on le veuille ou non, on a déjà passé le pic pétrolier conventionnel, on est en train de passer celui non conventionnel, on sait que le pic gazier arrivera en 2030, donc on va être dans la descente. Donc on va devoir créer de la valeur avec de moins en moins, et en plus, il va falloir qu'on répare les bêtises des 150 premières années de l'ère industrielle. Donc pour une grande entreprise, moi ce que je dis à mes patrons, alors si j'ai de la chance, parce que je suis dans une entreprise familiale, donc c'est sans doute un peu plus facile qu'une entreprise qui a son capital qui est complètement dilué. Moi je leur dis déjà, donc comprenons bien les limites planétaires. On a le droit d'émettre combien de carbone? Eh bien le chiffre, je vais vous le donner, c'est 0. 0. D'ici 2050, on doit passer, en ce qui nous concerne, de 18 millions de tonnes à 0. C'est ça le net zéro. Donc comment on crée 51 milliards d'euros de chiffre d'affaires sans émettre 1 gramme de carbone? C'est rock'n'roll, hein? Et pourtant c'est possible. C'est possible parce qu'on va devoir donc travailler, et vous l'avez dit, sur la raison d'être. Qu'est-ce qui manquerait à l'humanité si mon entreprise n'existait pas? C'est quoi ma singularité? Qu'est-ce que j'apporte au bien commun? Une entreprise qui ne rapporte que aux actionnaires, c'est une entreprise qui ne devrait plus avoir l'autorisation d'exister, la fameuse license to operate. Donc si l'entreprise veut continuer son parcours, elle doit bien sûr rémunérer ses actionnaires, mais aussi participer au bien commun. C'est-à-dire participer au bien commun, c'est réinvestir une grande partie de ses profits dans la régénération. Ce que personne ne fait aujourd'hui. Et qu'est-ce qui irait mieux, la deuxième question, si mon entreprise n'existait pas? Ça veut dire que l'entreprise doit avoir le courage, la lucidité de lister toutes les externalités négatives qui sont aujourd'hui inadmissibles. Parce que créer la valeur en polluant, c'est inadmissible. Et une fois qu'on a la carte d'identité des externalités négatives, consommation de métaux, consommation d'énergie fossile, eh bien, c'est comment, tout de suite, reconfigurer le modèle d'affaires pour éliminer ces externalités négatives. Alors, bien sûr, un exemple, parce que sinon, c'est très abstrait. Donc, un des métiers du groupe, c'est le métier que tout le monde connaît, c'est le métier historique qui est la construction, qui est aussi le métier le plus polluant, parce que la fabrication du béton, c'est 8% des émissions de gaz à effet de serre au monde. C'est 2 fois le numérique. C'est 50 milliards de tonnes de sable, qui est, après l'eau, la matière première la plus utilisée aujourd'hui sur la planète. Donc on est sur une approche dans le bâtiment, comme dans 99% des autres business, sur une approche linéaire. C'est-à-dire qu'on extrait des matières premières, du calcaire pour faire du ciment notamment, on fabrique des bâtiments avec des obsolescences plus ou moins programmées, par l'architecture d'ailleurs aujourd'hui, puis ensuite ça finit en déchets du bâtiment, et les déchets du bâtiment en Europe, et même dans le monde, c'est en volume, les volumes les plus importants. En France, c'est 42 millions de tonnes par an de déchets.
avec un taux de recyclage qui est de moins de 60%, et c'est du recyclage faible, c'est-à-dire on récupère les gravats des bâtiments pour faire la couche routière, jamais pour refaire d'autres bâtiments. Alors, quand on veut être lucide par rapport aux limites planétaires, est-ce que ce modèle constructif aujourd'hui, est-ce qu'il est durable? Ben, bien sûr que non, il n'est pas durable. Donc, on a mis quelques ingénieurs du groupe il y a quelques années autour de la table, puis on s'est dit, mais et c'est ça qui est magique lorsque on accepte de regarder les choses d'une façon, ce qu'on appelle le management par les faits chez nous, et pas par l'émotion, et pas par les croyances. Hein. Eh bien, on a décidé d'inventer un concept building complètement révolutionnaire, qui est le bâtiment banque de matériaux, qui existait il y a 300 ans. Hein. Au Moyen-Âge, les pierres qu'on utilisait pour le château fort étaient réutilisées pour l'église, étaient réutilisées pour le dispensaire, parce que c'était tellement coûteux en énergie humaine pour tailler ces pierres qu'on ne les gaspillait pas. Eh bien, grâce au numérique, là pour le coup, on va pouvoir maintenant, et c'est grand temps qu'on s'y mette, constituer des bâtiments qui vont devenir des banques de matériaux, qu'on va pouvoir monter et démonter pour réutiliser les éléments constitutifs pour d'autres bâtiments demain. C'est-à-dire de éradiquer la notion de déchet. Et bonne nouvelle, quand on va pouvoir doubler, tripler, quadrupler la durée de vie des éléments constitutifs d'un ouvrage, eh bien, c'est ça qui nous permettra de tendre vers le net zéro, parce que dans le même temps, le bâtiment va autoproduire les flux physiques dont il a besoin pour fonctionner, et notamment l'énergie. On aura des voitures électriques qui vont arriver, c'est une évidence, même s'il y en aura beaucoup moins que ce que les gens pensent. Elles seront bien sûr beaucoup plus partagées, et elles vont être alimentées par quoi? Mais précisément par les bâtiments qui vont autoproduire l'énergie que le bâtiment aura besoin, à la fois pour ses fonctions de confort, mais aussi pour alimenter les véhicules qui seront directement raccordés. Donc on va avoir des bâtiments aussi, c'est ce qu'on pense, qui vont devenir, dont on va mutualiser les espaces. Il y a un chiffre qui est terrible que je vais vous donner. Nous, on fait 3500 chantiers par an. On sait que le taux d'utilisation des bâtiments publics et privés, je parle hors logement, c'est entre 12 et 25% du temps. Ça veut dire que 80% du temps, les bâtiments sont vides. Vides. Et est-ce qu'on a encore les moyens de continuer de construire ou de rénover des bâtiments qui, 80% du temps, ne servent à rien? Donc il va falloir aussi qu'on apprenne à partager, à mutualiser les espaces. Et lorsque dans un bâtiment, quel qu'il soit, l'utilisateur principal n'aura pas l'usage de son bâtiment sur l'ensemble du bâtiment ou sur un espace dans le bâtiment, le parking, la salle polyvalente, le rooftop, tout ce que vous voulez, eh bien, il va falloir qu'on partage beaucoup plus les espaces parce qu'on sait très bien qu'on va construire beaucoup moins demain. On va beaucoup plus rénover et certainement dans les années qui viennent, arrêter complètement de construire en neuf. Je parle pour les pays occidentaux. Parce que bien sûr, ce n'est pas du tout le même problème pour les pays dits émergents. Parce que si on veut faire preuve d'un minimum de solidarité vis-à-vis des pays émergents, eh bien, ce n'est pas moins 5% d'émissions de gaz à effet de serre par an qu'on doit faire d'ici 2060, comme l'exige la morale, parce que là, on n'est même plus dans la responsabilité sociale, hein, on est dans la responsabilité morale. On devrait faire moins 10% par an pour laisser précisément aux pays du Sud la possibilité de polluer un peu pour se développer au niveau des fonctions de confort minimum que sont l'adduction d'eau potable, l'assainissement, les hôpitaux, etc. Donc il y a un effort de solidarité à faire, parce que si on ne fait pas cet effort de solidarité, de transfert de technologie vis-à-vis des pays du Sud, eh bien il ne faudra pas s'étonner de vagues migratoires gigantesques que nous aurons certainement si on les laisse à la fois dans la misère sociale dans laquelle ils sont aujourd'hui et aussi avec ce qu'ils vont subir en termes de dérèglement climatique, parce qu'ils seront beaucoup plus vulnérables que nous, parce que nous, on arrivera certainement un peu plus à nous protéger. Alors, vous ouvrez une question qui est, je pense, qu'il est important qu'on traite dans cette table ronde avant aussi d'ouvrir la discussion au public, qui est celle qu'on pourrait dire de la géopolitique, au sens, pas où la géopolitique ce serait que des questions militaires ou géostratégiques, mais bien
la façon dont le politique diffère, enfin, dont on envisage les choses différemment quand on change d'échelle, quand on compare les échelles, quand on s'efforce de regarder les problèmes voilà, sous différents angles, depuis les villes, les régions, les pays, les continents, un continent qui en regarde un autre, etc. Et peut-être, je rebondis sur ce que vous venez de dire pour vous reposer une question, Fabrice Bonifay, qui est, vous avez utilisé à plusieurs reprises ce terme d'inadmissible, et donc d'une frontière tacite entre un admissible et un inadmissible dans ce qu'une entreprise peut faire. J'allais vous dire, c'est un terme qui, est-ce que c'est un inadmissible moral, social, politique, juridique, diplomatique? À quelle échelle cette admissibilité ou cette inadmissibilité doit-elle être décrétée? Est-ce que c'est, comme vous montriez un exemple, disons, vertueux d'une entreprise qui se pose ce type de questions, hein, d'un management concret qui accepte de poser ces questions sur sa propre entreprise, mais est-ce que c'est aussi sous la contrainte d'une législation nationale ou d'une législation européenne, ou d'un espoir, pour l'instant un peu lointain, d'une législation mondiale là-dessus, que ça doit être décrété? On a besoin de régulation. Il ne faut pas se leurrer. Moi, la main invisible du marché, ça fonctionne dans certains domaines, mais si on n'a pas une régulation forte, on n'y arrivera jamais. Donc, on a besoin de régulation, on a besoin d'un prêt au carbone. On a surtout aussi besoin de lucidité et d'arrêter de mentir. Le technosolutionnisme, la croissance verte, le découplage, tout ça, c'est des fake news. C'est des fake news entretenus par les politiques, mais c'est des fake news. Aujourd'hui, on entend encore des gens qui disent ben oui, on peut continuer de la croissance infinie, mais grâce aux énergies renouvelables, on va faire baisser la pression environnementale. Mais mathématiquement, ça ne tient pas la route. C'est pas parce que vous allez moins polluer pour faire du business, si vous êtes toujours dans une logique de toujours plus, vous finirez par recoupler. C'est mathématique. Suivez les travaux du Shift Project, c'est mathématique. Donc il faut arrêter de mentir. Il faut déjà arrêter de mentir. Ça serait déjà une bonne chose. Et puis ensuite, il faut accepter de dire la vérité aux gens. Il va falloir qu'on ralentisse l'économie. Je ne crois pas, moi, on va multiplier par 2 le PIB mondial et ça va nous permettre de polluer 10 fois moins. Mais même un enfant de 4 ans comprendrait que ce n'est pas possible. Donc ralentir, ça veut dire travailler sur l'essentiel et éliminer le superflu, qui ne nous rend pas heureux. Et je peux vous faire la liste du superflu. Je vous donne un exemple. En 1991, l'humanité fabriquait 7,5 milliards de pièces de vêtements. J'étais né en 91 et je ne me rappelle pas que je me baladais à poil. En 2021, l'humanité fabriquait 100 milliards de pièces de vêtements. 100 milliards. Dans nos pays, alors sans doute pas les gens qui sont dans la salle, mais dans nos garde-robes, 70% des vêtements qui sont dans votre garde-robe, eh bien, ils sont portés moins de 5 fois avant d'être jetés. 5 fois. Il y en a qui sont emballés qu'on n'a jamais mis. Un exemple. Je peux vous donner plein d'autres exemples sur l'utilisation de la bande passante d'Internet. Alors ça, je sais de quoi je parle. On a une petite filiale, mon groupe s'appelle Bouygues Télécom. On sait comment les gens utilisent la bande passante d'Internet. C'est affligeant. Parce que regarder des vidéos de chats en 4K à Bali, est-ce que c'est utile au bien commun? Est-ce que c'est nécessaire? Alors qu'il y en a qui veulent continuer de le faire au nom de la liberté, très bien, mais qu'ils en payent le coût écologique. Parce que tous ceux qui se moquent des écologistes pour leurs mesures qui apparaissent trop radicales, j'entends souvent « Ah oui, il ne faut pas d'écologie punitive ». Mais ce qu'on a vécu comme été, là, les canicules, les sécheresses, les incendies, c'est pas punitif, ça? C'est pas punitif? Donc, soyons lucides. Bertrand Badret, à mon tour, je vous repose cette question de l'articulation des échelles entre ce qu'on... y compris dans la perception même des phénomènes climatiques. On perçoit jamais mieux l'urgence que quand elle touche son propre département ou sa propre région. Et en même temps, on sait qu'à l'échelle globale, la responsabilité climatique
représente une immense inégalité. Voilà, concrètement, pendant les 50 dernières années, les pays les plus riches ont pollué et les pays les moins riches de la planète, qui représenteront d'ici 2030-2040 la très grande majorité de sa démographie, en ont été les premières victimes. Comment est-ce qu'aujourd'hui on peut essayer d'articuler les politiques d'investissement, les responsabilités partagées, et aussi à l'horizon de cette question, comme ça je vous en rajoute et je vous donne des devoirs jusqu'à demain, la question du prix du carbone, qui est quelque chose qui est régulièrement débattu, jamais tranché, voilà. Je reviens sur ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est que j'ai à la fois mon job de jour et mon job de nuit. Dans le job de jour, qui est ce qui nous occupe tous les trois, et vous dans cette salle aujourd'hui, comment est-ce que, avec les règles qui nous sont imposées aujourd'hui, on peut faire le maximum? Et encore une fois, on peut faire des choses. Donc, il ne faut pas se cacher derrière, il n'y a pas encore le bon texte, il n'y a pas encore, etc. Il n'y a rien qui nous empêche de faire des choses positives. C'est ce que j'essaie de faire avec mon fonds d'investissement, c'est ce que Fabrice essaie de faire dans le cadre qui est le cadre réglementaire du groupe Bouygues, etc. Et on peut quand même, heureusement, faire des choses positives. Et puis, il y a tout ce champ de quel est le système qu'on veut voir émerger, quel est le monde qu'on veut voir émerger, pas seulement parce qu'on en rêve, mais parce qu'il va s'imposer à nous pour toutes les raisons que Fabrice a dit. J'adore le mot sérieux. C'est pour ça que j'ai dit, voulons-nous sérieusement. C'est exactement ce que dit Fabrice. Il faut arrêter de raconter des histoires, il faut arrêter de faire semblant, il faut arrêter de se congratuler sur scène, il faut faire face à toutes les questions désagréables qui sont celles dont on parle depuis tout à l'heure. On se disait en aparté avant de revenir, moi j'étais très mal à l'aise quand en 2015, au moment des accords de Paris, des accords sur le développement durable, on parlait de transition. Bon, une transition, c'est quand même, c'est sympa. On transitionne, voilà, on passe d'un état à un autre, et voilà, on souffre un tout petit peu chaque année, mais on nous a dit ça sera 1 ou 2% par an, même pas mal. Non, c'est une vraie transformation dont il s'agit. Et cette transformation, et on voit bien que c'est pour ça que c'est compliqué aujourd'hui, parce que c'est non seulement le sujet du climat qui nous préoccupe, et fort légitimement, c'est celui dont on parle depuis plus longtemps, c'est celui qui nous est le plus familier. Mais quand on tire la pelote, on voit que derrière le climat, il y a tous les sujets que Fabrice soulevait, la question de notre relation avec la nature, de l'utilisation des terres, du système minier, des transports. Enfin, et c'est pour ça que l'idée de mon job de nuit, qui dit qu'il faut travailler sur le système, c'est-à-dire revenir à passer d'un système qui ne se focalise que sur le capital financier à un système qui intègre toutes ces questions-là. Alors évidemment, comme je dis, c'est pas drôle, c'est compliqué, c'est rébarbatif, mais c'est bien ça qu'il faut faire. Il faut passer d'un système où effectivement le profit est une fin en soi, qui est vraiment le système dans lequel on vit aujourd'hui. Le profit est une fin en soi, c'est l'objectif de l'activité économique sur la planète, c'est d'augmenter le profit année après année. Et ça, on voit bien que ça nous emmène dans le mur. Ça, je pense qu'on commence à être à peu près convaincus, j'espère. Donc comment, l'idée, c'est pas non plus dire qu'il ne faut pas faire de profit. Ça va nulle part. Il faut un système qui trouve le bon niveau de profit, qui nous permette de poursuivre dans des conditions de bonheur, pour reprendre un mot qui est peut-être un mot simpliste, mais qui est probablement ce à quoi il faut qu'on aspire, comme dans la Constitution américaine. Alors il y a une formule que j'aime beaucoup, qui est d'un économiste anglais qui s'appelle Colin Mayer, qui était le doyen de la Business School, l'école de commerce d'Oxford, qui dit « L'objet social de l'entreprise, c'est pas de maximiser le profit, l'objet social de l'entreprise, c'est de trouver des solutions profitables aux problèmes de la planète et de ses habitants. » C'est-à-dire que le profit n'est plus une fin en soi, le profit devient un moyen en vue d'une fin, et cette fin, c'est cette planète-là, notre Terre, là c'est ce qui est écrit sur le programme, et les habitants, c'est-à-dire nous. C'est pas quelque chose dans les airs. C'est vraiment comment est-ce que nous, tous les habitants de cette planète, et je reviens à votre question, sur cette planète qui est la nôtre, à part Elon Musk qui pense qu'à vision humaine, on sera sur Mars, moi j'ai quelques doutes, mais bon, voilà, c'est là qu'on est aujourd'hui. On est sur cette planète, comme on le dit souvent, il n'y a pas de planète B pour l'instant, donc faisons avec. Et c'est là qu'on arrive à cette dimension compliquée qui est le changement d'échelle, parce qu'on voit bien que si transformation il y a, et ben il y aura, pour parler très directement, il y a des gens qui vont en bénéficier et des gens qui vont y perdre. Et évidemment, ceux qui vont bénéficier vont trouver ça formidable, et ceux qui vont perdre, ils vont résister. Et c'est assez légitime. Et on voit bien que parmi... alors, on a eu des épisodes en France, c'est pas la peine de revenir là-dessus, mais il y a un sujet mondial. La question de la transformation, elle doit être traitée au niveau mondial. Elle est environnementale et sociale. Et on voit bien, pour ceux d'entre vous qui ont suivi ce qui se passe en Égypte en ce moment avec la COP27, le point crucial, le point qui focalise toutes les attentions,
C'est le fait qu'on ne va pas sauver la planète à Bruxelles et à Washington si on ne s'occupe pas sérieusement de ce qui se passe en Inde, au Nigeria et au Brésil. Parce que ça ne sert à rien de faire un effort en France si, dans le même temps, en face, on accélère dans des proportions qui vont au-delà de ce que Fabrice dit. Effectivement, il faut leur laisser la capacité de passer par là où on est passé, mais de le faire dans des meilleures conditions, et après de se mettre ensemble en régime. Sinon, on va à la guerre civile. On ne peut pas avoir un système où on modélise que le changement climatique au sud va faire que les mers vont s'élever et toute la population africaine elle est quand même au bord de l'eau, que le changement climatique va transformer des zones en espaces invivables, comme le disait Fabrice tout à l'heure. C'est vrai en Amérique latine, c'est vrai dans toute une partie de l'Asie du Sud, Pakistan, on l'a vu cette année, Inde avec la canicule de cet été, Bangladesh, etc. On ne peut pas leur dire à la fois, bon écoutez, pour des raisons de sécurité, là, après le Covid, etc., on va fabriquer notre aspirine et nos masques en France, donc on arrête de produire chez vous, on va arrêter d'importer, par ailleurs, on ne va pas vous aider dans la transition, vous allez vous débrouiller tout seul, et en plus, on va mettre des murs, et j'habite aux États-Unis pendant 10 ans, le mur c'est pas une image, c'est une réalité à la frontière mexicaine, on va mettre plus de bateaux en Méditerranée pour vous empêcher de traverser. À un moment, il va falloir qu'on résolve nos contradictions. On ne va pas pouvoir tout résoudre, ou alors il faudra, mais je ne pense pas qu'on soit prêt aujourd'hui, accepter les migrations. Donc on voit bien qu'on a un triangle d'incompatibilité auquel on fait face. Et donc pour l'instant, on parle et on n'est pas sérieux. Donc pour être sérieux, il faut poser ces questions, et elles nous sont posées de manière chaque année plus pressante. Il y a 5 ans, c'était les petites îles du Pacifique qui disaient si vous n'êtes pas sérieux, nous on va disparaître. Maintenant, c'est des États entiers qui disent si vous n'êtes pas sérieux, il y a des millions de gens qui vont partir chez vous. Donc c'est vrai que c'est très anxiogène. Et dans ces cas, la tentation, c'est de dire bon, tout ça, ça me fait peur. Donc moi, je vais faire ce que je peux. Je vais m'occuper de mon jardin, de ma famille, de mon entreprise. Et puis si chacun fait ça, le monde sera bien gardé. Il faut faire ça, évidemment. Il faut évidemment, pour faire du Voltaire, cultiver son jardin. Mais le jardin, il a 2 sens. C'est notre jardin au sens strict, notre périmètre immédiat, et c'est aussi notre planète. Et donc, il faut garder à l'esprit qu'on ne se sauvera pas tout seul. On ne se sauvera pas tout seul. Il faut le répéter, le répéter, le répéter. Sinon, on va au-devant de désillusions extrêmement cruelles. Alors, c'est compliqué parce que ça passe par des choses qui ne sont pas à notre portée immédiate dans cette salle. Ça passe par et on revient à la question que tu posais tout à l'heure sur la géopolitique. Malheureusement, toutes ces questions nous sont posées à un moment où la planète se dérègle, où la gouvernance de la planète se dérègle. Je faisais la réflexion à mes enfants cet été, j'ai été directeur général de la Banque mondiale entre 2013 et 2016, et je ne réalisais pas à ce moment-là que j'étais au pic de la coopération internationale. Et qu'en fait, c'est une période qui est passée. Quand Barack Obama et Xi Jinping se serrent la main à l'automne 2015 pour dire « États-Unis, Chine, on est sérieux, on va aller dans la direction que nous demandent des engagements qu'on est en train de prendre sur le climat et le développement durable, et donc comptez sur nous », j'ai eu la faiblesse de croire que c'était le début d'une nouvelle ère, qu'on allait inaugurer avec cette poignée de main le cycle auquel on aspire dans cette salle. On s'est dit, ça y est, 2015, c'est le début de la suite. Et Obama et Xi Jinping, formidable, quel symbole. C'est un peu de la nouvelle chute du mur de Berlin. Et en fait, c'était malheureusement une erreur de perspective. C'était pas le début d'un nouveau cycle, c'était la fin du cycle précédent. C'était la fin de l'histoire, la fin du cycle ouvert par la chute du mur de Berlin. Et depuis, ça n'a cessé de se détériorer. Et donc, c'est vrai qu'aujourd'hui, ce qui est tragique, c'est qu'on a tout l'argent pour faire face aux questions auxquelles on est confronté. On a tous les scientifiques qui recherchent. On n'a jamais eu autant de gens qui cherchent. On a quand même une compréhension des sujets on ne peut pas dire qu'on ne sait pas de quoi on parle, mais il manque ce petit quelque chose qui s'appelle la coopération, le leadership, la capacité à faire les choses ensemble. Et ça, il faut qu'on prenne tous notre part de ça et qu'on pousse. Mais c'est sûr que c'est... Voilà, on a les ingrédients. Il paraît que pendant le Covid, on a fait beaucoup de puzzles. Je pense qu'on a toutes les pièces du puzzle. Maintenant, il faut qu'on essaye de faire le puzzle. Et ce n'est pas très simple. Je vous propose, si vous voulez, pour qu'on ait une demi-heure de cette discussion qui soit dédiée aussi à une discussion avec le public, de se tourner vers la salle ou de prendre les questions s'il y en a. C'est vrai qu'on voit mal la salle, là je la vois mieux. Peut-être si ça vous va, parce que le temps passe toujours trop vite, on peut prendre quelques questions, enfin on peut prendre 2 ou 3 questions et comme ça s'il y a des rapprochements, vous les faites et puis vous y répondrez ensemble. Merci. Alors merci d'abord pour vos exposés. J'avais une question pour Fabrice Bonifay. En fait, vous avez
lors de votre propos, justement, évoqué la nécessité de réinterroger la raison d'être d'entreprise. Et pour ce faire, vous avez évoqué aussi certains piliers que l'on appelle de l'économie circulaire, qui est la réutilisation ou l'écologie industrielle aussi. Et je voulais avoir votre opinion pour aller plus loin. Est-ce qu'il ne faut pas aussi que les entreprises productives réinterrogent jusqu'à l'économie de fonctionnalité, qui peut être une des solutions dans ce domaine-là, qui évite justement toute cette industrie de l'extraction qui est un énorme fléau sur plusieurs champs, que ce soit sur l'eau, on n'y pense pas souvent, mais il y a besoin de tonnes et de tonnes d'eau pour amener à bien une industrie extractive. Donc est-ce que ça ne serait pas aussi une solution, enfin ouvrir encore le champ des possibles pour justement limiter l'usage des ressources qu'il nous reste à utiliser? La frustration de ce type de débat, c'est qu'on ne peut pas tout dire, mais je suis tellement d'accord avec vous. D'ailleurs, dans le livre que j'ai coécrit avec Céline, on parle beaucoup d'économie de la fonctionnalité, parce que l'économie circulaire, c'est déjà une défaite. Hein. C'est déjà une défaite parce que les déchets des uns deviennent les données des autres, mais on sait très bien aussi, les ingénieurs nous disent que le recyclage, on ne peut pas recycler à l'infini. Alors certains métaux, si, sauf s'ils ont été mélangés dans des alliages. Là, c'est très compliqué de récupérer les molécules de molybdène et de manganèse, c'est très compliqué. Et puis le plastique, tout ça, on peut pas le recycler à l'infini. Donc le vrai sujet, vous avez 1000 fois raison, c'est l'économie de la fonctionnalité. C'est l'économie d'usage, c'est l'intensité d'usage, c'est de vendre de l'usage, c'est que les industriels restent, d'ailleurs le bâtiment banque de matériaux, on travaille là-dessus, que les industriels restent propriétaires des objets qu'ils produisent. Et d'ailleurs, s'ils restent propriétaires, ils vont avoir pas du tout envie de mettre de l'obsolescence programmée dedans, hein, parce qu'on sait faire fonctionner des machines qui fonctionnent 10 fois plus longtemps que celles qu'on vend au grand public, parce que là, celles qu'on vend au grand public, on a tellement envie de provoquer le réachat qu'on fait tout pour que ça tombe en panne pas trop longtemps après l'achat. Il ne faut pas que ça se voit trop quand même, hein, mais pour faire tourner la machine économique, comme on dit. Hein. Mais c'est une connerie. C'est une connerie absolue. Il faut que les produits durent très très longtemps et donc que les industriels restent propriétaires de leurs produits et qui vendent l'usage, qui se refassent la cerise économique sur l'usage. Eh bien, bonne nouvelle, madame, bonne nouvelle, il y a de plus en plus d'entreprises qui travaillent comme ça. Alors tout le monde prend toujours le même exemple de Michelin, hein, qui est avec ses fameux pneus de camion, là, maintenant vend du kilomètre parcouru alors qu'avant ils vendaient des pneus. Bon, ben, Ricoh, les photocopieurs, hein, qui vendaient des photocopieurs, qui maintenant qui vendent de la copie, eh ben ça c'est très très bien. Regardez ce qui se passe aussi chez Decathlon aussi. Hein. Il commence à y avoir quelques produits qui sont non plus vendus, mais qui sont, on leur dit, franchement, la selle du cheval, là, tu sais que le petit il risque à Noël, il va arrêter le cheval. Donc on va te la louer, hein, et puis tu nous la ramèneras après, tu verras, ça sera pas plus mal. Donc cette économie de l'usage, on est au début de ça. On est au tout début. Il faut que les industriels comprennent que c'est l'avenir de l'humanité, l'économie de la fonctionnalité, parce que ça permettra de faire baisser l'intensité dans l'extraction des ressources, et ça c'est absolument clé. Vous avez tout compris. Il y avait d'autres mains levées. Je vous propose qu'on prenne les deux mains qui étaient levées, on prend les deux questions d'affilée, comme ça on y répond ensuite. Je voulais simplement savoir ce que vous pensiez de l'économie bleue de Gunther Paoli. Merci. Bonjour et merci à vous trois déjà pour cet exposé, c'était super intéressant. En vous écoutant parler, j'ai pensé au triangle de l'inaction, au cercle de l'inaction, je ne sais plus exactement quel est le cercle. Voilà, parfait. C'est le triangle. Le triangle, d'accord. C'est de la CEC, la Convention des entreprises pour le climat. Voilà, c'est ça, exactement. Et en fait, en vous écoutant, j'ai pensé à ça et je me suis dit, du coup, c'est à qui d'agir en réalité? Parce qu'en fait, il y a des intérêts contraires partout. Et qu'il y a plein d'entreprises et plein d'industries qui ne feront jamais rien parce que c'est contre leur business model de base. Et est-ce qu'il y a une solution? Je pense pas. Et sinon, plus généralement, quel est votre avis sur ce sujet? Après j'ai la mémoire d'un poisson rouge, je n'ai pu me souvenir. Moi, je ne pense pas qu'il faille qu'une majorité d'entreprises ou de gens pensent comme on essaye de penser ici, pour y arriver. Hein. Je pense que 10% suffirait pour arriver à une espèce de tipping point et que tout le monde s'y mette. Donc c'est faisable. Donc on assiste surtout, que ce soit en politique ou dans les entreprises, à une crise de leadership en réalité. Hein. Bertrand l'a dit un petit peu. Il nous faut vraiment des leaders qui comprennent ces phénomènes-là.
Et la décision qu'on a prise, que ce soit au Shift Project ou au C3D, et ce que moi je fais chez Bouygues aujourd'hui avec le top 400 des managers du groupe, c'est un électrochoc d'information. Je vais vous raconter une histoire. Lors de la convention des entreprises, la convention des citoyens pour le climat, la convention citoyenne pour le climat, en 2019, sur les 150 Français qui avaient été tirés au sort, il y avait des climato-sceptiques parce qu'ils étaient représentatifs en fait de la société française. Et ils ont eu la chance, ces gens-là, d'avoir des exposés de Madame Masson-Delmotte, de Jean-Marc Jancovici, de Corinne Lequéré, de Céline Guivarch, des grands scientifiques, de Gilles Boeuf. Et puis, au bout d'un moment, comme ils n'étaient pas idiots, ils ont compris qu'ils avaient été mal informés, qu'ils avaient été mal sensibilisés sur ces sujets. Et ils ont fini par faire des propositions que même les écolos les plus radicaux n'auraient jamais osé proposer, sur la fin de la publicité, sur le crime d'écocide, etc. Ce qui prouve bien que lorsqu'on a compris, eh bien, on est capable de prendre d'autres décisions. Et ce qu'on vient de se dire là, c'est tellement complexe que, c'est la loi de Brandolini, il faut 10 secondes pour sortir une connerie sur ces sujets, et puis après 1h30 pour expliquer pourquoi c'était une connerie. Donc on a vraiment besoin que les écoles, que les universités, que les médias traitent ce sujet d'une façon sérieuse, pour reprendre le terme de Bertrand. Et ça va nous permettre de faire émerger, je pense, une nouvelle génération de leaders qui vont dire stop, on arrête de rêver, on arrête de penser que la main invisible, je sais pas quoi. Non, on change de paradigme de business. Et il ne faut pas attendre que les jeunes arrivent au pouvoir pour le faire, parce qu'on n'a pas le temps. Il faut arriver à ce que ceux qui sont aujourd'hui aux affaires, eh bien, fassent cette révolution. Moi-même, j'ai 58 ans, j'ai pas compris tout ça au début de ma carrière. Hein. J'y ai cru à la croissance verte, hein. J'y ai cru au technosolutionnisme. Et puis je me suis aperçu que je m'étais trompé. Donc ça, c'est vraiment important de faire cet électrochoc d'information. C'est maintenant qu'il faut le faire. Lisez la bande dessinée Un monde sans fin de Jean-Marc Jancovici. Lisez l'entreprise contributive et vous allez comprendre des choses. Et faites-le lire à ceux qui ne sont pas encore complètement convaincus. Et sur l'économie bleue de notre ami Gunther Pauli, je ne suis pas d'accord avec tout ce que fait Gunther, mais c'est un excellent conteur. Et il a compris qu'on avait besoin de trouver des solutions fondées sur la nature. Et ça, c'est vraiment essentiel. La nature, c'est 3,8 milliards d'années de recherche et développement. Donc, tout a été déjà inventé. Et donc, de s'inspirer du vivant. Le vivant est capable de faire du verre à froid. Ce qu'on ne sait pas encore faire, nous, humains. Le vivant a tout inventé sur la nature des matériaux, etc. Donc, de s'inspirer de la nature pour réinventer nos modèles économiques et nos produits de demain, c'est ce que Gunther Pauli essaye de faire avec son économie bleue, et bien ça, je dis bravo. Je dis bravo. Et on a une chance en France d'avoir le CBIOS. Le CBIOS, c'est un laboratoire qui est dirigé par Kalina Raskin, qui est une femme formidable, et qui nous aide, nous les industriels, pour trouver des solutions fondées sur la nature, le biomimétisme, comme on dit. Eh bien moi je pense que ça, c'est des disciplines qui devraient être beaucoup plus enseignées aujourd'hui dans les écoles d'ingénieurs pour démontrer qu'on est capable de créer des objets ultra technologiques, mais avec toute la frugalité que le vivant nous a enseigné depuis des millions d'années. Et je pense que ça, c'est quelque chose qui doit aujourd'hui s'accélérer dans la R&D des entreprises de demain. Bertrand Badré, une réaction ? Non, j'ai pas grand-chose à ajouter. J'aurais pu dire exactement la même chose sur l'économie bleue de Gunther Pauli. Mais je crois que ce que dit Fabrice est important. Les sujets dont on parle, et on a un peu balayé ça pendant trop longtemps en les laissant à des techniciens. Non, c'est un sujet technique. Non, en fait, c'est un sujet qui nous touche tous, puisque si on parle de vraie transformation, ça va nous toucher tous dans notre vie quotidienne. Et on ne peut pas imposer aux gens, leur dire, bah voilà, à partir de demain, ta vie quotidienne change, je ne t'ai pas expliqué pourquoi, mais il y a des gens plus intelligents que toi qui y ont pensé, et c'est comme ça. Et donc, on est dans une forme de rattrapage de cet effort. On ne peut pas malheureusement faire une convention citoyenne avec le niveau d'engagement qu'il y a eu pour 150 citoyens tirés au sort, mais il faut aller beaucoup plus loin, il faut qu'on rentre dans tout ce travail de pédagogie. Alors, ce qui est compliqué, c'est comme on dit, il y a urgence. C'est-à-dire qu'on a laissé un peu filer le temps. Donc ça, c'est la mauvaise nouvelle. La bonne, c'est que comme il y a urgence, on sent qu'on n'est pas encore dos au mur, mais pas loin. Et ce qui m'a rassuré dans le Covid, c'est que d'une certaine manière, quand on sent le mur derrière soi, on est capable de réagir. Sur le Covid, on a trouvé des vaccins en 9 mois.
Et je dois dire, j'habitais aux États-Unis à l'époque, c'est un des sujets sur lesquels Trump a eu raison. Je n'étais pas d'accord sur beaucoup de choses, mais il est le seul à dire, mais non, mais si, le génie humain va y arriver. On est face à l'obstacle, dans 9 mois, il y aura des vaccins. Et personne n'y croyait. Ben, on l'a fait. Donc la question, c'est est-ce qu'on est suffisamment dos au mur sur les questions dont on parle depuis tout à l'heure pour se dire, le génie humain va trouver quelque chose auquel on ne pense pas, là, mais qui va se faufiler, qui va y arriver. C'est pas du tout exclu. Encore une fois, dos au mur, on est capable de miracles. On l'a prouvé plusieurs fois dans notre histoire. Et ça, c'est pour moi la leçon. Et donc, notre job, c'est de contribuer à ce que ces questions-là soient mieux comprises et qu'on ne soit pas, effectivement, dans soit le baratin ou les différentes solutions. Moi, j'étais très frappé, je remonte à mes souvenirs quasi préhistoriques. J'ai passé 1 an dans l'équipe de Jacques Chirac en 2003. Alors, c'était une année qui était plutôt consacrée aux questions de guerre en Irak et des tensions avec les États-Unis. Mais c'était aussi l'année où, alors on a un peu glosé dessus, où Chirac avait dit « la terre brûle et nous regardons ailleurs ». Donc il y avait quand même pas mal, et moi je travaillais plutôt sur ces sujets-là. Et je me souviens à l'époque, le GIEC était venu à Paris et on cherchait quelqu'un pour aller déjeuner avec eux. En fait, ça intéressait personne. Donc moi, je débarquais, j'étais allé déjeuner avec le GIEC, j'étais tout jeune. J'ai eu mon premier crash course sur le climat. Et après, je commence à m'intéresser aux discussions internationales. Et c'est vrai que les interlocuteurs américains, on est sous Bush à l'époque, me disaient, écoute, le climat, c'est pas un sujet, on va trouver des solutions techniques comme toujours. On a su aller sur la Lune en 10 ans, on va trouver une solution sur le climat en 10 ans. C'est pas un sujet. Et c'est pour ça qu'on a décalé, enfin, qu'il n'y a pas eu, avant la cristallisation de 2015 à Paris, il y a quand même eu pas mal d'échecs. Et donc voilà, il ne faut pas se faire plaisir en disant il y a une solution. La solution, c'est pas la voiture électrique n'est pas la solution. En tout cas, pas toute seule et pas dans les conditions dont on parle. Il y a pas de. On aimerait bien qu'il y ait une solution magique qui s'impose à nous. On aimerait bien, les entreprises aimeraient bien qu'il y ait, comme on dit, KPI, donc des organismes de dire voilà, il suffit de se concentrer sur 3 objectifs et on va y arriver. Ce qui est infiniment difficile, et j'espère qu'on vous en a convaincu, c'est que c'est pas des changements marginaux. C'est pas une approche par tranche de salami. On va régler un petit peu ce problème, on se donne 2 ans, on respire, on règle le suivant. C'est vraiment une bascule de la manière dont on travaille collectivement. Et encore une fois, c'est pas dramatique. Il y a eu des époques dans le capitalisme. Celle-ci est une époque, et encore une fois, peut-être que dans 40 ou 50 ans, on s'apercevra que il faut passer à une autre époque, et c'est pas plus grave que ça. Ce qu'il faut, c'est que cette transition, on embarque tout le monde. C'est pas une transition pour une minorité de gens. Alors, ce qui rend difficile le sujet dont on parle, c'est qu'il est sur des braises sociales. C'est que on sort d'une période où on avait de l'argent qui était assez facile et on n'a plus. Donc on a quand même un coût plus élevé, donc c'est plus compliqué de financer la transition. Et on est sur des sociétés qui sont fragiles en interne et qui sont fragiles entre elles. Et donc ça, c'est compliqué pour le politique. Le politique, il est quand même sensible à ce qui se passe dans la rue. Il y a une phrase que j'aime bien partager et qui, pour moi, est très symptomatique de l'époque dans laquelle on vit. Ça rappellera peut-être vos années de lycée à certains d'entre vous. Marguerite Yourcenar, dans les Mémoires d'Adrien, donc 1954, 55, 56, il y a quelques années. Donc l'empereur Adrien vieillissant, donc elle se met sous la peau d'Adrien, elle réfléchit un peu à l'exercice du pouvoir et à la chute de Rome. Adrien, c'est le IIe siècle. Réfléchit à la chute de Rome. Et Adrien se dit, je sais que la chute de Rome va arriver. Comment puis-je retarder ce moment? Comment puis-je retarder ce moment où les barbares au dehors et les esclaves au dedans se rueront sur un monde qu'on leur demande de respecter de loin ou de servir d'en bas? Vous remplacez Rome par Occident, par Europe, on est précisément dans cette tension. Et c'est ça qui s'exprime à la COP. Si on ne traite pas cette question frontalement, on n'arrivera pas à traiter la question planétaire ensemble. Et donc il faut avoir cette lucidité de se dire comment est-ce qu'on engage avec tout le monde. Et ça, pour moi, cette dimension sociale, elle est indissociable de la question environnementale. Si on les traite séparément, ça se finira très mal. Et vraiment, là, c'est quelque chose c'est un appel à responsabilité collective qu'on a. Et on voit bien que les pays tâtonnent sur la manière d'engager leur population, tâtonnent sur la manière de parler les uns aux autres. Donc c'est vertigineux ce à quoi on fait face. Moi, quand je suis sorti d'école, quand j'ai dit à mes enfants, moi, je suis sorti, le mur de Berlin tombait, et c'était génial. Enfin, tout était simple. Et pour nos enfants qui ont 20 ans, enfin les miens, mais je ne sais pas, mais les miens qui ont 20 ans aujourd'hui, le Covid, la guerre en Ukraine, la crise du climat, etc., c'est moins facile comme équation.
mais ça veut dire qu'elle est insurmontable. Donc voilà, je ne sais pas si je réponds à quoi que ce soit comme question, mais c'est vraiment ce que je voulais partager. Je suis entrepreneur, donc je suis forcément optimiste, mais en même temps lucide sur la capacité à agir. Mais on peut faire des choses. On n'a jamais eu autant de moyens, on n'a jamais eu autant de compréhension de ce qui se joue devant nous. C'est pas facile, mais c'est pas grave. Voilà, il faut aller, et on peut faire des tas de choses. Moi, j'essaye de le faire, Fabrice le fait, chacun à son échelle. Et je suis stupéfait de l'imagination, de l'enthousiasme que je rencontre, y compris dans des pays extrêmement difficiles. J'ai investi dans des pays qui ne sont pas faciles, avec des entrepreneurs de 30-35 ans qui renversent les business models, qui comprennent comment faire. Ben voilà, il faut accompagner ces gens-là, il faut transitionner. Mais effectivement, sortir, et je rebondis sur ce que tu disais tout à l'heure, j'aime bien ce parallèle. On a 2 instruments de mesure aujourd'hui, dont on parle tout le temps. Le PNB d'un côté, ce qu'on appelle la comptabilité nationale. Enfin, en gros, comment mesure-t-on la richesse produite chaque année? La croissance. Hein. Tout le monde parle de croissance. La croissance, techniquement, c'est la croissance du PNB. Et puis, on a la comptabilité privée. On va parler de la résultat des entreprises. Et ce qui est très intéressant, c'est que ces 2 instruments, la comptabilité nationale et la comptabilité privée telle qu'on la connaît aujourd'hui, ils naissent à la même période. Ils naissent dans les années 30 et 40. Quand on a la crise de 29, Keynes écrit son livre, sa théorie générale, il ne parle pas de PNB, ça n'existe pas. Et on invente, c'est les Américains puis les Français qui inventent la mesure. Et on voit bien, exactement, Kuznets. Et on voit bien que cet instrument qui avait ses vertus dans le contexte des 30 Glorieuses en particulier, aujourd'hui, il touche à ses limites. L'exemple, on en a plein, mais l'exemple, si vous faites 50 fois le tour du périphérique de Paris en voiture à toute vitesse, qu'à la fin vous avez un accident et que vous survivez, et c'est formidable pour le PNB, vous avez consommé de l'essence, vous crachez la voiture, vous en achetez une autre, et vous êtes blessé. Donc on va dépenser pour vous pendant des années. On voit bien toute l'absurdité. Mais c'est quand même le système productiviste dans lequel on est. Donc ça date des années 30. La comptabilité privée, on l'oublie, dans le New Deal de Roosevelt, alors évidemment c'est une petite mesure technique plus symbolique, il crée l'autorité de marché, la SEC aux États-Unis. Et il nomme comme premier responsable de la SEC Joe Kennedy, le papa de toute la tribu Kennedy, qui était plutôt escroc. Et comme souvent, c'est comme en France avec Vidocq, on nomme un escroc pour s'occuper des marchés en pensant qu'il va faire un bon boulot. Il est nommé, première mesure qu'il prend, il dit chaque entreprise comptabilisait comme elle voulait. Il n'y avait aucune norme. Chacun faisait ses comptes comme il voulait. Il dit ça suffit. Et donc on va harmoniser. Et donc on arrive à ce que sont les normes IFRS aujourd'hui, ça prend sa jeunesse dans ce moment-là. Donc les années 30, post-crash de 1929, voient l'émergence de la manière dont on comptabilise nos normes publiques et nos normes privées. Je pense qu'aujourd'hui, après avoir eu une crise financière, après avoir eu une crise sanitaire, en plein dans une crise géopolitique, face à une crise environnementale et sociale majeure, peut-être qu'on peut commencer à réviser la manière dont on mesure notre activité. Ce n'est pas forcément absurde de se dire que le PNB n'est plus le bon outil, que les normes IFRS sont insuffisantes. Et peut-être si on commence à mesurer d'autres choses, au lieu de dire des 1 de journaux sur le thème, on fait 0,5% de croissance du PNB, on va faire, ah ben non, on a fait 3% de croissance du bien commun, ou du bien commun, ou du bien-être. Bon, voilà, c'est trouver ce genre de... Parce qu'effectivement, on est obsédé par ce genre de choses. Donc voilà, je me dis, voilà, on est peut-être à un moment où il faut savoir renverser ce genre de table et dire on y va. Alors c'est plus facile à dire qu'à faire, mais il y a des gens qui réfléchissent à ça, il y a des tas de choses qui se passent. Vous citez Günther Pauli, etc. Heureusement, il y a des tas de gens qui sur la planète travaillent à ça. Donc comment leur donner la confiance de passer à l'étape d'après? D'ailleurs, il y a un Français, je suis tout à fait d'accord avec ça. Il y a un Français qu'il faut absolument que ce festival invite, là, qui s'appelle Timothée Paric, qui vient de sortir un bouquin qui s'appelle Ralentir ou Périr, et qui explique exactement ce que vient de dire Bertrand. Donc c'est de créer un nouveau référentiel d'indicateurs de progrès, mais qui ne soit pas le progrès qu'on a en tête, parce que pour beaucoup de gens, le progrès, il peut être que technologique. Non, c'est le progrès, c'est comment on va être plus heureux, tout simplement. Et d'ailleurs, la bonne nouvelle, il y a un pays vraiment majeur qui commence à tester des nouveaux indicateurs de mesure du bien-être et du progrès humain, c'est la Nouvelle-Zélande. Et c'est peut-être parce que c'est une femme qui est à la tête de ce pays, je ne sais pas. Mais et je pense que c'est tout à fait intéressant ce qu'ils sont en train de mettre en place. Ils ont remplacé le PIB par 61 autres indicateurs pour mesurer la bonne santé économique de leur pays. Et la bonne santé économique, ça passe bien sûr, vous avez compris, par la bonne santé écologique. Et parce que c'est le déterminant de la bonne santé économique. Hein. C'est pas d'abord faire de l'argent et on redistribue en social dans l'environnement, s'il en reste. Non, c'est on fait de l'environnement et du social, et c'est ça qui gère l'économie.
C'est juste le contraire de ce qu'on a fait depuis 70 ans. On a la chance d'avoir encore un peu de temps, si vous voulez qu'on prenne une ou deux questions, une ou deux dernières questions. Ouais. J'avais éventuellement une question ou un commentaire. Je suis ici à Monsieur Baudré. Compte tenu de votre implication dans des instances internationales et des idées que vous semblez avoir, est-ce que vous ne seriez pas en mesure de porter des innovations? Voilà, la France est un pays un petit peu créatif. J'ai l'expérience d'avoir inventé des choses dont j'ai fait des standards ISO. Je vous pose la question, est-ce que vous pourriez initier des partenariats, identifier les gens qui pensent à peu près comme vous, puis à 2 aller parler au 3e, puis après au 4e, et puis mettre la communauté internationale en accord avec votre vision des choses? La réponse est oui. En un mot, la réponse est oui. En 2, oui, mais... non, c'est ce que j'ai essayé de faire quand j'étais en responsabilité à la Banque mondiale, avec un succès relatif, et c'est ce que j'essaie de continuer à faire. Vous avez raison, ce qui est très important, c'est le mot coalition. Personne n'a la solution toute seule. Et une des difficultés à laquelle on est confronté aujourd'hui, c'est que tous les défis doivent être réglés main dans la main, société civile, secteur privé, secteur public. Et la difficulté, c'est qu'il y a de moins en moins de confiance entre ces trois acteurs. C'est-à-dire qu'on en parle de plus en plus et on le fait de moins en moins. Et donc il faut retrouver la capacité à tisser des liens et à travailler ensemble. Et ça, pour moi, c'est un enjeu absolument central. C'était l'objet de mon livre précédent qui s'appelait « Est-ce que la finance peut sauver le monde ?» Can Finance Save the World. C'était vraiment l'idée de comment est-ce qu'on peut travailler ensemble au lieu de détruire la confiance. Parce que la confiance, c'est aussi un facteur qui délite le système et qui rend tout ce combat plus compliqué. Et donc cette idée de travailler ensemble en coalition, c'est absolument fondamental. C'est ce que j'essaie de faire avec Blue Like an Orange, qui est donc un fonds d'investissement que j'ai créé où on investit dans le développement durable, dans les pays émergents en développement, donc en Amérique latine pour l'instant et j'espère bientôt en Afrique, où on travaille en partenariat avec un certain nombre d'acteurs. C'est ce que j'essaie de faire, c'est dans l'ADN de ce que je veux faire. Mais on va contre enfin, c'est pas le vent dominant. Et ça, pour moi, c'est très... Encore une fois, il faut recréer de la confiance, il faut retravailler ensemble, il faut réapprendre à exister. Il ne faut pas passer d'un système où, d'un côté, Reagan disait en 1980, le gouvernement n'est pas la solution, c'est le problème. Donc, à un système où, pendant le Covid, tout devait être gouvernemental. C'était absurde dans les deux cas. Comment est-ce qu'on arrive à retrouver un équilibre et à travailler la main dans la main? Alors, la France, elle a un rôle... il ne faut pas non plus le surestimer, le rôle de la France. Malheureusement, j'ai vécu un peu cette période, on continue à peser, mais on joue encore un peu au-dessus de notre ligue. Enfin, on commence à... Voilà, on n'a pas la même influence, et on en parlait un peu avant. Quand on regarde la France en Afrique, moi je l'ai vu il y a 40 ans, il y a 20 ans, aujourd'hui, c'est pas la même chose, pour un tas de raisons. Quand vous expliquez à l'Afrique pendant 5 ans, ces dernières années, nous, Français, et nous, Occident, arrêtez de chercher du gaz, c'est pas bien parce que c'est fossile. Et puis que maintenant qu'on a un petit sujet avec la Russie, on revient en Afrique, on leur dit « Ah ben en fait, on a un problème, est-ce que vous pourriez quand même chercher un peu de gaz ?» Comment voulez-vous que les gens en face de nous réagissent? Voilà, et des exemples comme ça, j'en ai plein. Donc voilà, il faut reconstruire des coalitions, il faut aller retravailler, c'est ce que j'espère faire en Afrique en créant une coalition ad hoc, etc. C'est central. Il faut créer des coalitions, et qu'on s'écoute les uns les autres. Moi, ce qui m'avait beaucoup choqué plusieurs fois à la Banque mondiale, c'est quand des gens, parce que dans les organisations internationales, les gens sont très diplômés et très qualifiés, donc ils pensent qu'ils savent. Et il dit, je connais ton problème. Ça, je l'ai entendu plein de fois. I know what you need. Je sais de ce dont tu as besoin. Je dis, mais attends, laisse-le s'exprimer. Peut-être qu'il sait mieux que toi ce dont il a besoin. Non, mais ça peut faire sourire, mais je l'ai entendu. Donc il faut être capable d'écouter, et c'est difficile, hein, parce que ce n'est pas un système qui est humble. Hein. Il y a une dernière question au balcon. Oui. Vous m'entendez? Benjamin Touvenel, je suis membre de l'Académie des sciences des lettres et arts d'Agen. Et j'ai une question qui s'adresse à tout le monde, mais surtout à vous, intervenants. Est-ce que vous connaissez la thermodynamique de l'évolution de François Rodier? Je pense que vous, oui. Parce que Jean-Marc Jancovici était avec lui sur scène. Je pense que son travail est majeur pour la suite des événements. Est-ce que vous croyez à un vrai leadership français, politique,
Et par rapport au danger planétaire, donc, est-ce que le danger est plutôt géopolitique ou climatique? Et par là, est-ce que l'industrie de l'armement française, je vais rester en France en fait, est compatible avec une économie verte? Voilà. Je m'arrête là. Alors, je vais laisser Fabrice répondre sur la thermodynamique. Je vais juste une incidente et j'irai sur votre deuxième question sur Jean-Marc Jancovici. C'est amusant parce que Fabrice et moi le connaissons bien, même si on ne s'était pas retrouvés sur ce sujet. Je connais Jean-Marc depuis une vingtaine d'années et le Shift Project donc, que Fabrice a mentionné plusieurs fois est né dans ma cuisine. Même si après la vie a fait que je suis allé faire autre chose, mais et donc on s'était retrouvés dans ma cuisine à Paris avec Geneviève Ferron que vous connaissez peut-être et Alain Grandjean et Jean-Marc et moi, et je me souviens on faisait du brainstorming sur comment est-ce qu'on peut parler de ces idées. On parle du début des années 2000, hein, je ne sais plus quoi, 2004, 5, 6, 7 et je me souviens, pour vous faire sourire, j'avais un dossier sur mon ordinateur où je mettais les échanges de correspondance, les mails, etc. Et j'avais mon dossier s'appelait Projet Ouf. Voilà. Donc maintenant, 20 ans plus tard, je ne pensais pas qu'on allait en parler comme ça. Il y a eu du progrès quand on voit quand même la capacité pédagogique de production du Shift, de la bande dessinée, les différents ouvrages, etc. C'est très chouette. Alors la question de la défense, elle est cruciale. Et on voit bien, on n'a pas évoqué un terme que j'aime pas tellement employer, et j'imagine Fabrice non plus, qui est la question de l'ESG. L'ESG, c'est la prise en compte par le secteur financier des facteurs d'environnement, sociaux et de gouvernance. Et donc c'est plutôt, dans l'acception collective, ça va plutôt vers les secteurs qui ont un impact environnemental, etc. Et clairement pas dans la défense. Qui d'ailleurs souvent, quand on dit on ne veut pas investir dans les choses qui posent problème, en général on sort les jeux, la défense, la pornographie, enfin quelques trucs comme ça, le tabac. Et donc tout ça, c'est pas bien. Et là, effectivement, on a un débat qui est revenu cette année sur scène, et qui est un débat légitime. Hein. Je pense qu'on ne peut pas l'écarter d'un revers de main. Je n'ai pas une réflexion stabilisée sur le sujet, mais qui est la question que vous posez est compliquée, qui est de dire finalement, est-ce que pour préserver un système qui est le système auquel on croit, on ne doit pas intégrer la défense qui nous permet de défendre ce système dans l'ESG? Et ce n'est pas juste un argument d'estrade. Donc intuitivement, je n'ai pas envie de répondre oui, parce que je pense que ça reste quand même un secteur qui pose un certain nombre de problèmes, mais on ne peut pas juste l'écarter en disant c'est mal. Et donc ça fait partie de tout ce chamboulement auquel on fait face aujourd'hui, où toutes les questions se télescopent, et on a du mal à voir la poussière retomber. Donc je pense qu'il faut qu'on en débatte. Je n'ai pas de réponse. Hein. Je vais vous dire, c'est un sujet sur lequel je m'interroge, et j'ai des copains chez Thales et Safran, et j'ai des discussions assez vigoureuses sur le sujet. Mais c'est pas blanc ou noir. C'est vraiment un des sujets sur lesquels il faut qu'on débatte. Donc c'est pas une manière de botter en touche, c'est une manière de dire c'est une vraie question, j'ai pas la réponse, mais c'est vrai que on peut pas faire comme si les débats qu'on avait se passaient sans l'invasion de l'Ukraine par Poutine, sans les tensions qu'il peut y avoir en Chine. On est quand même dans un monde réel. Et c'est d'ailleurs un peu le débat qui se pose aux États-Unis, on n'en a pas parlé aujourd'hui, où aux États-Unis, il y a toute une partie des gens qui rejettent radicalement tout ce dont on parle aujourd'hui. Ça va se passer dans les tribunaux, comme toujours aux États-Unis. Aujourd'hui, vous avez 1500 entreprises aux États-Unis qui sont poursuivies pour inaction climatique, et vous en avez 1500 qui sont poursuivies pour trop d'action climatique. Et donc les gars disent non, ce qui est important aujourd'hui, c'est la sécurité des États-Unis. C'est pas toutes ces conneries, ce qu'ils appellent du woke. Ils disent tout ce dont on parle, c'est comme le woke, c'est une espèce de débat culturel. On arrête, on revient aux fondamentaux. Le fondamentaux, c'est les colts et le chapeau de cow-boy. Donc tout le reste, c'est idiot. Donc il ne faut pas écarter ces questions. Il faut faire la part des choses. Et c'est une part des choses qui est délicate. Je suggère à notre modérateur d'en faire un article pour le grand continent. Fabrice Bonifay, vous voulez ajouter une dernière chose ? Mais alors, je crois qu'on termine exactement à l'heure ce débat, ce qui va vous permettre de rejoindre les autres belles activités du festival. Merci infiniment pour cette discussion.